Pendant la révolution industrielle du XIXe siècle, la mécanisation a fait passer l'industrie de l'atelier à l'usine. Cette transformation du système technique a conduit au début du XXe siècle à l'organisation du travail, au taylorisme et au fordisme, et donc à la transformation du management. Alors, le numérique a-t-il lui-même la capacité de transformer le management? Jean-Pierre Cornioux, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes directeur général adjoint de SIA Partners, vous êtes auteur du livre Le choc numérique et membre de l'Institut de l'économie et aussi enseignant à l'Université Paris-Dauphine. Alors, le numérique a-t-il ce potentiel, comme la mécanisation à son époque, de transformer le management? Bien, de toute évidence, on est au début d'une ère nouvelle. Et il faut être lucide et humble devant l'ampleur des transformations que l'on va observer, car il est bien difficile de dresser un tableau prospectif, précis, rigoureux de l'ensemble des changements. Ce qu'on voit depuis effectivement le début du XXe siècle, c'est une mutation forte d'un modèle d'organisation du travail qui était essentiellement fondé sur l'organisation scientifique du travail, donc de la main-d'œuvre, donc de la force musculaire. Les grandes usines, jusque dans les années 70, étaient avant tout des lieux de concentration de populations ouvrières, encadrées par quelques techniciens et quelques ingénieurs qui assuraient la cohérence, la discipline, l'efficacité collective de ce modèle. Donc cette efficacité par la hiérarchie, par l'encadrement, par l'organisation scientifique. Un système hiérarchique, pyramidal, parfois très militaire dans son esprit et dans son mode d'exécution, et qui a conduit au fil des années à mettre en place un système de coercition, puisque le Code du travail lui-même prévoit que le contrat de travail est un contrat de subordination. Vous rentrez dans une manufacture, eh bien, vous devenez partie prenante du système socio-technique que les capitalistes qui organisent les manufactures ont mis en œuvre et dans lequel vous devez vous insérer. Donc c'est un lien de subordination, mais qui a quand même une contrepartie en termes de sécurité, etc. Alors cette contrepartie, elle a été aussi acquise par les luttes sociales et par le renforcement du Code du travail au fil des années, avec quelques grands passages, 1936, 1968. Mais fondamentalement, l'entreprise conventionnelle, l'entreprise du XXe siècle, n'attendait pas autre chose de ses collaborateurs qu'une forme de soumission liée à l'emploi de leur temps de travail et de leur force de travail. Le monde numérique ouvre une perspective radicalement différente. Pourquoi? Parce que le numérique, fondé sur le développement dans tous les domaines d'activité de l'informatique, permet de mettre en œuvre le traitement à grande échelle de l'information, et donc une des grandes parties des tâches qui étaient assurées par l'encadrement dans le système de la main-d'œuvre va aujourd'hui être totalement répartie entre les machines et les personnes qui composent les collectifs de travail. L'information est totalement partagée dans le monde d'aujourd'hui. Donc, alors, est-ce que c'est la personne qui travaille qui est au service du système informatique, ou c'est le système informatique qui est au service de la personne qui travaille? Alors, longtemps, on a projeté le système informatique comme étant la prolongation de l'organisation scientifique du travail. C'était l'informatique centrale et les terminaux passifs. Le mot est important. L'invention du micro-ordinateur au début des années 80, puis le développement des réseaux informatiques avec Internet en 1995, ont conduit à remettre l'homme au cœur du système. Car c'est le réseau qui va faire la qualité des échanges d'informations, le système technique n'étant que le support de l'intelligence individuelle qui va se connecter dans des réseaux apprenants et qui va permettre aux organisations, par nappe concentrique, de mieux résoudre les problèmes. Donc moins d'informatique concentrée, davantage d'informatique répartie. Absolument. C'est le développement de l'intelligence collective, des systèmes collaboratifs, qui sont aujourd'hui les réseaux sociaux d'entreprise. Le réseau social est un outil qui permet d'identifier les compétences,
de repérer les flux d'informations et de gérer de façon dynamique la réorganisation de l'entreprise. On n'est plus dans des systèmes statiques, on est dans des systèmes dynamiques où on va mobiliser des talents, tous ceux qui sont nécessaires en interne, mais aussi en externe, pour assurer la résolution des problèmes. C'est ce qu'on appelle le mode projet étendu, qui fait qu'une entreprise aéronautique, comme par exemple Dassault a commencé avec le Falcon 7X, n'a pu réussir son projet industriel qu'en s'appuyant sur des réseaux d'ingénieurs appartenant à plusieurs entreprises différentes, plusieurs réseaux, systèmes fuseaux horaires différents, et partageant une maquette numérique, temps réel, qui était le résultat du travail collaboratif intelligent de chacun des acteurs du système. Alors qu'est-ce que ça change en termes de pratique managériale? Pour moi, c'est une nouvelle frontière dans le management. On n'est plus dans un système où il fallait donner des ordres venus du sommet. Parce que nous sommes dans des systèmes temps réel. Donner un ordre et le faire circuler dans les couches hiérarchiques de l'entreprise, ça prend du temps. Et la plupart du temps, lorsque l'ordre arrive au niveau de l'exécution, c'est trop tard et c'est inapproprié. De fait, le premier élément qui change dans les entreprises, c'est que les systèmes deviennent des systèmes synchrones. Une entreprise doit être synchrone. Il ne doit pas y avoir de délai de réponse entre la vision stratégique du dirigeant et sa mise en œuvre à tous les niveaux de l'organisation, de façon qualifiée par tous les acteurs du système. Donc, système synchrone. Deuxième idée, toute l'information et toute la connaissance sont désormais partagées. Elles sont partagées, ce qui fait qu'un individu n'est plus isolé, il peut accéder au capital cognitif de son entreprise, il peut partager la vision de son entreprise et la mettre en œuvre de façon contextuelle, au bon endroit et au bon moment. Donc ça veut dire que le système informatique, là où il était plutôt un média d'organisation, de contrôle, de reporting, devient davantage un média collaboratif. Absolument. Le système informatique, pendant longtemps, a été d'abord un outil au service des processus régaliens de l'entreprise. La comptabilité, la gestion. On était dans un modèle centripète. On prenait les informations en périphérie de l'entreprise, on les ramenait dans le château fort central, qui était le système comptable. Aujourd'hui, on est dans un système centrifuge, où il faut alimenter l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, mais aussi les clients, qui deviennent des acteurs du système d'entreprise. Aujourd'hui, vous prenez un billet d'avion ou un billet de train, vous devenez partie prenante des processus de l'entreprise. Donc vous avez besoin d'une information pertinente et vous avez besoin de créer une boucle temps réel entre l'information qui vous est donnée et la décision que vous allez prendre. Ça change radicalement le mode d'organisation de l'entreprise. Est-ce que vous avez un exemple d'une relation, comment évolue la relation du manager au managé? C'est un combat compliqué parce que, évidemment, on est dans de la sociologie des organisations. On n'est pas dans des modèles qui basculent, sauf peut-être pour les startups qui démarrent Greenfield, qui commencent à partir de zéro, de la page blanche, et qui vont donc mettre en place ces principes. Pourquoi elles vont les mettre en œuvre? Parce qu'ils sont efficaces. Parce qu'ils assurent à la fois la motivation, la capitalisation du savoir et des connaissances, et des circuits de décision ultra courts. Alors évidemment, dans les entreprises conventionnelles, toute la problématique depuis une dizaine d'années, qui s'accélère, notamment avec les réseaux sociaux, est d'amener ces nouvelles pratiques. Alors il y a deux manières de le faire. Dans les grandes entreprises, beaucoup cherchent leurs solutions auprès de start-up. On va dire, on va créer des start-up ou on va acheter des start-up pour utiliser leur mode flexible, agile de fonctionnement. L'autre manière consiste à changer les grands processus de l'entreprise. Ça prend du temps, c'est plus compliqué, et ça met en cause une stratification du pouvoir et de l'autorité, ça met en cause les systèmes de rémunération, puisqu'on voit bien que rémunérer l'effort collectif ne fonctionne pas de la même manière que rémunérer le travail individuel comme on a su le faire pendant des décennies. Et donc le changement dans les grandes organisations est complexe et périlleux. Et dans beaucoup de cas, la bonne solution consiste à généraliser le mode projet, qui
qui est une approche un peu du modèle start-up, mais en le libérant du carcan des autorisations préalables, des modèles très rigides de processus régaliens qui ont constitué le socle de ces grandes entreprises. Donc ça veut dire, est-ce que le collaborateur est amené à être de moins en moins un exécutant et de plus en plus un entrepreneur au sein de l'entreprise, un peu comme un franchisé qui aurait un paquet? Absolument. Le modèle est juste. On devient, dans ces grandes entreprises, des intrapreneurs. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'image de marque, l'ADN de l'entreprise, pour réussir un certain nombre de projets ou d'opérations, souvent limitées dans le temps, avec un mode de management véritablement agile, où on va constituer une petite équipe qui va résoudre un problème. Ce problème peut être, par exemple, dans l'industrie automobile, un nouveau véhicule ou un nouveau mode de commercialisation ou l'entrée dans un nouveau pays. Donc on voit bien qu'on va voir des systèmes hybrides. On va avoir le château fort historique de l'entreprise qui va continuer à fonctionner, en gros le siège. Et puis progressivement, par nappe, on va constituer, créer des nouveaux modèles collaboratifs avec beaucoup plus d'intelligence collective. Alors la cohabitation risque d'être un peu compliquée parfois, mais à terme, nous sommes absolument convaincus que le modèle collaboratif va s'imposer parce qu'il est efficace, il est scalable. Il y a un beau dessin que je montre toujours dans mes conférences, c'est qu'on voit bien que le système hiérarchique pyramidal ne peut évoluer que par rapport à son chef, hein, puisque tous les fils de l'entreprise remontent au sommet. Et souvent d'ailleurs, quand une entreprise va mal, on va changer le président. Mais c'est un geste désespéré, parce que pour changer une entreprise, il faut changer les réseaux qui les constituent. Et plus les réseaux sont performants et efficaces, plus ils sont auto-adaptatifs. Et donc dans des nappes de réseaux, on va avoir une grande réactivité, une grande vitesse de transmission d'innovation et une capacité non seulement à anticiper sur les évolutions du marché et des produits, mais aussi à agréger des talents extérieurs. Parce que ça, c'est aussi un nouvel élément de ces modèles. C'est qu'une entreprise, seule, ne peut pas résoudre tous les problèmes. L'ordre de complexité est trop élevé. Donc elle va recourir à des talents externes, à des experts, à des collaborations, lui permettant d'étendre ses réseaux cognitifs pour en faire véritablement une entreprise auto-adaptative beaucoup plus large. Alors pour résumer, et je reviens sur la première image que je donnais, sur l'évolution de la mécanisation et du passage de l'atelier à l'usine, est-ce que maintenant on n'est pas en train de revenir à un modèle d'atelier, mais dans lequel qui aurait accès à la puissance industrielle de l'usine? Je pense que l'image est bonne. On est dans des modèles qui ressemblent à la vision fractale de l'organisation. On va avoir une marque qui va être l'ADN d'un produit, d'une entreprise, d'une image. Mais cette marque va être composée de sous-ensembles qui vont permettre à chacun de coopérer en fonction de son talent, de son expertise et de sa légitimité à l'endroit où il se trouve pour faire bien les choses au meilleur endroit et avec la vitesse la plus rapide. Également avec des préoccupations d'adaptabilité au contexte. Parce qu'un des grands défauts de l'entreprise hiérarchique pyramidale, c'est son temps de réponse. Il est beaucoup trop lent par rapport aux défis de l'époque. Alors que les réseaux maillés collaboratifs ont une capacité quasi infinie, sur le modèle de l'Internet d'ailleurs, à s'adapter aux flux externes. D'où l'organisation agile de ces nouveaux modèles d'entreprise qui sont permis par la transformation numérique. Jean-Pierre Cornu, directeur général adjoint de SIA Partners, merci. Merci beaucoup.